Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette émission, comme vous le savez, est sponsorisée par Coral Peinture. Tout au long de l'émission, nous verrons aussi ce spot publicitaire. Nous serons ensemble jusqu'à, bien sûr, 10 h du matin avec nos invités, nos rubriques pour vous présenter, j'espère, une belle émission. En tout cas, on va commencer dans un tout petit moment avec Haïda Mechri. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur un trouble du langage, l'aphasie, tout savoir sur l'aphasie. En tout cas, elle va décortiquer un petit peu ce trouble du langage. Nous parlerons également de la journée nationale donc, du harcèlement scolaire. Il faut en parler, il faut éveiller surtout les parents et les jeunes au niveau donc, des lycées, des CEM pour essayer donc d'endiguer ce phénomène. Nous aurons le plaisir d'aller visiter l'est du pays, cette fois-ci du côté d'At-Tarf, visiter une station rupestre que va nous faire découvrir Rahim Abdelaziz tout à l'heure sur notre plateau. Également l'actualité et tout autour de la santé. Nous parlons également beaucoup donc, de santé, santé publique. Vous le savez que la pandémie fait rage en ce moment partout dans le monde et aussi la recrudescence aussi dans notre pays. Nous allons parler justement de cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. C'est important de signaler qu'il faut absolument vacciner les personnes vulnérables et pour cet effet, nous aurons une représentante du ministère de la Santé pour nous parler bien sûr du lancement officiel de cette campagne. Et puis on aura également à parler avec notre jeune rubricard Samir Halloun qui lui fait la rubrique high-tech. Il viendra nous parler donc de cette nouvelle start-up aussi, e-Tabib. Bien sûr, c'est aussi un site qui nous permet d'être en relation avec les médecins. Et puis on terminera l'émission en musique avec un petit peu de Housi, une jeune artiste qui viendra nous parler de son répertoire musical andalou. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester attentifs jusqu'à la fin, jusqu'à 10 h du matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et bien sûr notre sponsor qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite par la météo. Amel Haribi est prête. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, bonjour Amel. Bonjour Amel. Ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme? Oui, moi, ne toussez pas, comme on dit. J'ai toussé tout à l'heure. On ne tousse pas, on n'éternue pas, on fait très attention. On n'a droit à rien. Voilà. Bien sûr, et le masque est bien sûr obligatoire. Voilà, les masques de protection. Exactement. Très bien, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un temps plutôt lourd sur une grande partie des régions nord avec un ciel partiellement nuageux sur l'ouest et le centre qui peuvent donner quelques pluies parfois orageuses durant la journée. À noter des vents assez forts sur les côtes ouest et centre, pouvant même atteindre les 60 km/h sur les côtes ouest. Sur les régions de l'est, eh bien, le ciel se montrera le plus souvent voilé durant l'après-midi. La moitié sud, un ciel passagèrement nuageux vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, avec aussi ces nuages qui peuvent donner quelques pluies orageuses durant l'après-midi, partiellement voilées sur les oasis, mais ailleurs le soleil sera bel et bien présent vers l'extrême sud, le Sahara central, le Gartassili, également le Sahara oriental, avec des soulèvements de sable cette fois-ci vers le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, elles atteindront les 29 degrés du côté d'Alger. Également Relizane, 23 à Annaba, 24 Constantine, 25 Oran et Tlemcen, le minimum 17 degrés Djelfa, 18 à Al-Beyoud, 20 degrés à Batna, 24 à Constantine, également Biskra, 27 Gardaya, 22 degrés à Béchar, 28 à Manrasset et Janet, 32 à Elizi et le maximum 35 degrés vers Adrar, Insalah, Bodj, Bedjimkhtar et Ingzam. La mer, durant cette journée, eh bien, elle sera plutôt agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est de secteur est et entre 30 et 50 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-est. Et on termine suite avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Le soleil se couchera vers 17 h 47 minutes. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Donc la période va être encore chaude. Très chaude, oui. On attend les pluies, on attend le froid. On l'espère franchement, oui. Bien que je ne suis pas du genre à aimer le froid, mais bon, quand même. Moi j'aimerais bien. Chaque saison a sa place. Exactement. Parfait. On aimerait bien. Merci beaucoup, Amel. On va se repartir avec un groupe sympathique. C'est le groupe Day que vous aimez aussi. Ils, bien sûr, vont nous ravir avec cette chanson un petit
Et puis on passe le bonjour au groupe Day en espérant bientôt voir un autre clip et un beau travail donc de ce groupe qu'on aime bien. Eh bien on l'accueille comme il se doit, c'est Aïda Mchri. Bonjour Aïda. Bonjour. La rubrique psychologie qui bien sûr revient chaque jeudi matin au plus grand bonheur des téléspectateurs. Alhamdoulilah. Et puis moi j'apprends énormément avec eux et puis voilà, il y a eu une belle co-construction entre l'équipe de la rédaction et puis voilà, autour des questions qui restent très intéressantes et puis voilà, avec grand plaisir. Qui va interpeller surtout tous ceux qui ont aussi probablement un problème en quelque sorte autour de la psychologie. Alors aujourd'hui, vous avez choisi donc de nous parler donc de l'aphasie, c'est un trouble du langage. Et comment gérer cela? Comment il y a plusieurs troubles du langage. Vous savez, ce qui a attiré mon attention, probablement que nous, professionnels, derrière nos casquettes, les blouses blanches, et puis dans nos cadres de travail, on a pris l'habitude de nommer les maladies, les défaillances, les dysfonctionnements, tout ça, suivant des étiquettes, là où ils sont connus dans la théorie. Et puis voilà, on commence à comprendre. Et c'est pas connu par le grand public. Justement, et ça a attiré mon attention que mes collègues hier me demandaient sur quoi vous allez travailler demain, qu'est-ce que vous allez présenter, tout ça, et j'ai dit l'aphasie. Et ça a attiré mon attention. Comment quelque chose qu'on peut vivre au quotidien, qu'on peut rencontrer, qu'on peut vraiment accompagner des personnes qui peuvent vivre ça, mais probablement qu'on n'a pas pris le temps ou il manque encore quelque chose pour sensibiliser les gens à l'importance de pouvoir clarifier ces thématiques, ces concepts et puis mieux comprendre, ne serait-ce que avoir des ébauches ou une ouverture pour nous permettre d'accompagner ces personnes, surtout les aidants, ceux qui travaillent avec ces personnes, qui ont besoin d'être épaulés, soutenus, accompagnés par des professionnels, par des experts qui travaillent énormément sur ces thématiques. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire et quand on dit rentrée scolaire, c'est là où on détecte aussi quelques troubles. Les troubles notamment du langage au niveau des écoles, au niveau donc c'est la maîtresse qui va découvrir peut-être un petit problème chez un enfant. Et là, ça va être pris en charge ensuite par les parents et le personnel médical. Vous avez commencé avec l'enfant, mais moi, je croyais que j'allais commencer déjà d'emblée avec l'adulte. Vous savez, parce que le plus choquant, c'est un tout petit peu tous ces troubles. Merci. Voilà. Qu'est-ce que l'aphasie? Voilà, on va expliquer. D'usage normal du langage, tout ce qui est communication. Je vais essayer de simplifier comme ça. Ça peut arriver que les personnes peuvent vivre des AVC, c'est des accidents cérébrales, voilà, que la majorité des gens peuvent rencontrer ça, voir des gens qui font des malaises, des troubles. Perdre partiellement ou totalement la capacité de communiquer avec l'autre, ça interpelle la personne. Parce que là, c'est à ce moment-là que les individus perdent la compétence de communiquer avec l'autre. Et on peut classer ça sous différents volets. Donc, il y a plusieurs types, que ce soit dans la compréhension, dans la parole, dans le sens de parole exact, dans la recherche des mots. Donc, ça peut être lexical, grammatical, donc quelque chose qui peut toucher le langage et bouleverse l'individu parce que ça change sa vie. Exactement. Et c'est un problème neurologique. Donc, ces connexions qui n'arrivent pas à se faire comme avant. C'est-à-dire le langage est complètement peut-être assuré, c'est ça? Tout à fait. Quelquefois. Mais vous savez, les causes peuvent être différentes aussi. On peut retrouver des causes qui sont dues à des traumatismes cérébrales, un accident, un choc énorme. Une fièvre. Tout à fait. Chez les enfants, probablement, tout ce qui est des petits bobos des enfants à fièvre, les méningites, voilà, on peut retrouver aussi, je perds le mot, maladie neurologique. Neurologique, donc on perd peut-être l'audition, on perd peut-être aussi un problème, ça devient aussi un problème donc, qui est lié à la parole. Et donc ça crée peut-être des désagréments sur le coup, mais avec un travail énorme d'un orthophoniste, d'un neurologue, etc., ça se reconstruit. L'exploration aussi profonde permet de mieux comprendre, de mieux détecter. Si on parle de l'adulte, on a face
à nous l'exercice de l'oral et de l'écrit qui va nous permettre de comprendre un tout petit peu la nature de l'échange, de la communication. Si on a un enfant, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous savez, un enfant, on ne sait pas trop si elle a atteint l'âge d'apprendre. Souvent, les parents le confondent avec l'autisme comme maladie, mais ils ne savent pas trop comment ces troubles neurologiques peuvent vraiment nuire à ce développement. Souvent, probablement dans l'apprentissage du langage, il y a quelque chose qui invite les parents à chevaucher un tout petit peu les données et du coup, probablement, si on dit quelque chose de bien aujourd'hui, c'est de pouvoir inviter ses parents, ses adultes, les gens proches, à consulter le plus tôt possible. Les lésions, quand ils apparaissent, quand ils touchent tout ce qui est cérébral, tout ça, nous invitent à voir et à proposer le thérapeutique dans l'exploration pour voir de quelle nature, mais aussi la guérison. Donc, tout ce qui est exercice, rééducation, tout ce qui est kinésithérapie. Donc, voilà, pour pouvoir travailler sur les muscles. C'est un phénomène qui peut être brusque, c'est-à-dire du jour au lendemain perdre la parole. On réfléchit, mais les paroles ne sortent pas. C'est ça le trouble. Mais quelquefois, est-ce que c'est progressif aussi? Est-ce que perdre comme ça des phrases, des mots, c'est progressif? C'est là où ça devient non visible et souvent on ne fait pas très attention. Ce qui attire notre attention, souvent on fait des lapsus. On a comme, très souvent. Voilà. C'est quelque chose. Peur. Voilà. On a comme l'impression qu'on veut dire un mot, mais voilà, on prononce un autre mot à sa place. On comprend, mais pourquoi je l'ai dit au lieu d'apposer. C'est quelque chose de très simple. On gère, on essaye de ramasser, on essaye de corriger. C'est le même vécu, sauf que chez ces personnes. Pas que ça, on peut retrouver aussi chevauchement des synonymes, difficulté à retrouver les mots, probablement utiliser le même mot dans la même manière. C'est pour ça que probablement ça nécessite un peu qu'on explore encore dans la profondeur tous les types de l'aphasie. Mais voilà cette difficulté qui peut déstabiliser la personne. J'ai envie de t'inviter pour comprendre une phrase, je dis une autre phrase, ça choque, ça met la personne dans un état, voilà, une petite angoisse, là, comme une inquiétude. Quand ça commence à s'installer dans le temps, eh ben, la personne ne trouve plus cette capacité de pouvoir communiquer le plus normal possible. Voilà, et elle trouve des obstacles à pouvoir transmettre vraiment les ces premiers messages. diagnostics, justement, c'est ça, perdre l'usage des mots comme ça de temps en temps, et après ça devient peut-être plus accentué. On doit aller consulter un neurologue. Rapidement. Regardez, chez l'enfant, la dysphasie, souvent, et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est les dysfonctionnements chez l'enfant, le petit enfant, la dyslexie, on a travaillé un peu la dysorthographie, dyscalculie, les dys, qui sont ces troubles neurologiques qui empêchent la compréhension, l'assimilation, la programmation et puis la mise en place de ce produit. Et on va dire que les gens qui peuvent écrire à l'envers, et puis voilà, c'est des enfants qui ont acquis le langage, mais aussi par cette atteinte qui est due à des tumeurs, due à des traumatismes cérébraux, due à des événements de maladies neurologiques, peut perdre cette compétence d'apprentissage. Du jour au lendemain, on invite un tout petit peu les personnes à voir comment ces enfants, ils perdent la capacité de pouvoir écrire, parler, communiquer, réfléchir et puis nous rendre la capacité de la parole. Et puis dans des différentes étapes. Aujourd'hui, si on va simplifier, on va dire, si vous doutez, vous remarquez qu'il y a quelque chose dans la communication qui est le plus normal possible, ces enfants qui commencent à utiliser les gestes, qui commencent à s'arrêter, à bloquer, à être inhibés face à des situations, qui commencent à manifester des situations plus complexes, je saute et je pars chez les adultes qui peuvent vivre encore plus intensément. C'est parce qu'ils ont acquis le langage et c'est quelque chose qui rentre dans leur quotidien, dans la communication. Perdre cette capacité, vous savez, ça peut nuire au travail, ça peut nuire à ces personnes dans leurs relations conjugales, dans leur vécu social, dans la relation avec leurs enfants. C'est extrêmement difficile, très pénible parce que vous savez, c'est difficile quand on dit, si je simplifie les maladies d'Alzheimer, là où la personne
peut La perdre, elle ne dégénérescence prend des pas cellules. conscience, voilà, ne prend pas conscience qu'elle a perdu ses capacités, sa compréhension, la mémoire, la cognition, c'est tout ce qui est cognitif, hein. Et puis, celui qui est en face peut lire ça. Oui. J'invite les gens à les mettre à l'aise, à pouvoir canaliser ses émotions. Parce que le diagnostic, l'accompagnement, je crois que c'est une grande porte. Aujourd'hui, on sensibilise un tout petit peu. Demain, probablement qu'il y aura des professionnels qui vont aborder la thématique dans la profondeur pour pouvoir clarifier ces situations. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas les déstabiliser encore plus. Oui. Ce n'est pas les forcer à placer des mots là où ils n'ont pas la capacité de retrouver ces phrases. Probablement parler à leur place, ne pas les infantiliser. Oui. Ils ne sont pas C'est pas des des enfants, voilà. Non, ils savent, ils comprennent, avec leur cœur, ils peuvent sentir, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. À ce moment-là, on peut, oui, les considérer comme adultes, Mais leur il y a donner leur justement propre place, oui, et puis continuer à chercher ces phrases ou dire les choses différemment. écrire. Écrire, Oui. ben, le Parce qu'ils ont théâtre. cette Oui. capacité d'écrire. Pas tout le temps, parce que l'une des défaillances aussi qui peut être orale ou écrite. D'accord. Donc ça dépend comment la lésion, elle peut toucher aussi ses compétences. Ils peuvent trouver des difficultés à retrouver cette écriture pour pouvoir témoigner un tout petit peu de ces mots. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser toute activité qui pourra les aider à redynamiser, une rééducation orthophonique. Ouais. L'orthophoniste, c'est la meilleure personne, mais voilà, c'est une équipe, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Là, on peut retrouver plusieurs professionnels autour de ces thématiques, psychologiques dans leur vécu, orthophoniques dans le langage, le kinésithérapeute qui peut voilà, les aider à mieux souffler, articuler, trouver les bons mouvements, le diététicien qui va leur donner les bonnes hygiènes pour pouvoir maintenir un équilibre du corps et puis voilà, c'est très important, maintenir. tout est dans le moral. Il faut absolument que ces personnes-là aient un bon moral pour pouvoir aussi s'en sortir. Ce travail avec l'orthophoniste est un travail long, fastidieux. Oui, des fois. Il faut énormément travailler donc avec ces spécialistes du langage et avoir des résultats parce qu'on a souvent des résultats. Souvent, il faut applaudir, féliciter, remercier et puis voilà, encourager les gens à s'inscrire. C'est comme si on apprend une nouvelle langue. Exact. Si on commence à apprendre le russe aujourd'hui, ni tu vas me comprendre et je vais te comprendre. Ouais. Mais on va trouver le compromis pour trouver les gestes, le sens. Le plus important, c'est trouver les émotions et la manière de le dire. Mais après, c'est tout un apprentissage de professionnels qui pourront s'étaler, surtout s'il s'agit d'enfants. Récupérer ces enfants, travailler avec ces enfants pour ne pas les culpabiliser, les pauvres. Ouais. Souvent, ils sont malades, ils ont besoin d'étayage, ils ont besoin de professionnels qui peuvent les soutenir pour mieux apprendre à l'école, à la maison tout cas, et puis acquérir ses compétences. C'est une thématique très très vaste et qui englobe un petit peu beaucoup donc, de professionnels et surtout les troubles du langage qui sont assez nombreux. On y reviendra pour ce qui est de l'apprentissage au niveau donc, des écoles, des enfants et chaque trouble, on va essayer de le décortiquer bien sûr avec vous et grâce à vous. Mais il faut rappeler qu'il va y avoir justement une rencontre demain au niveau de Babassen sur l'aphasie. C'est un cabinet de psychologie et d'orthophonie qui s'appelle Mon Psychologue, qui organisera donc demain une formation pratique sur la prise en charge de l'aphasie. Ça se passera donc du côté de Babassen à partir de 9h du matin. Voilà. C'est pourquoi on a choisi donc de parler de cela aujourd'hui. L'aphasie, c'est très important. Mais on va revenir aussi à l'actualité du moment. C'est la journée nationale donc de harcèlement scolaire. Et il faut en dire un mot quand même. Ouh là oui, là. c'est très important. Un Il mot. faut sensibiliser. oui. Vous avez maltraitance. Quand il s'agit de troubles organiques, c'est quand dans le corps, voilà, on cherche les causes, les facteurs, on corrige, on accompagne et puis voilà, on accepte les gens dans leurs différences. Mais quand il s'agit de quelque chose qui est dans notre environnement, aujourd'hui, comment on peut pas... L'école vient tout juste de commencer, donc il faut les accompagner. Absolument. Je crois que c'est maltraitance. Tout ce qui peut bouleverser un tout petit peu nos enfants, tout ce qui peut les secouer dans leur apprentissage, dans leur équilibre, dans leur santé mentale, dans leur bien-être. Aujourd'hui, c'est une question qui nous invite à parler, reparler, clarifier, sensibiliser, protéger de cette violence qui peut être pas physique. Il nous semble que bouleverser, frapper, donner des coups, tout ça c'est visible et puis voilà, la personne peut dire aïe,
peut solliciter de l'aide, peut ne pas le dire aussi, souffrir en silence, mais ce qui est plus douloureux, c'est quand c'est dans le geste, dans la mimique, dans la disqualification. Et vous savez que ça, c'est un droit de l'enfant. La non-discrimination restera l'une des droits primordiaux, principaux qu'aujourd'hui il faut vraiment... sur lequel il faut insister. Protéger, sensibiliser, faire la prévention aussi de encadrer les enfants vulnérables. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène qui a beaucoup fait de bruit. On l'a vu à l'international, on en parle beaucoup. Il y a des témoins, il y a des parents qui témoignent. Il y a eu malheureusement des personnes qui ont été très fragiles, n'ont pas pu supporter. Et ça, c'est grave. Donc c'est un phénomène assez grave. Il faut surtout éveiller les enfants, leur parler, leur dire, il faut répéter. S'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, on le sent chez l'enfant, hein. Vous l'avez souvent dit. Voilà, ça vient d'une écoute qui sera très fine, une écoute qui va permettre de comprendre un tout petit peu le vécu de l'enfant, mais aussi une écoute qui va nous permettre de mieux détecter dans les deux sens celui qui agresse. Vous savez, le phénomène des enfants, c'est le petit clan. Hein, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne coopères pas avec nous, voilà, on va construire un leader qui va motiver tout le monde pour isoler une personne qui a des cheveux différents, une couleur différente, prononciation, langage, un nouveau social là où il n'a pas les habits comme tout le monde, un cahier, un apprentissage. Ils trouvent les bambins, les petits-enfants, ils ont toujours cette capacité de pouvoir détecter le timide, un enfant qui n'a pas la capacité de pouvoir retrouver ses mots. On est dans quelque chose qui peut aussi être de cet ordre. Et puis voilà, qui s'isole rapidement. Et cette capacité de capter quelqu'un, voilà, fera que tout le réseau, tous ces clans vont vider un tout petit peu leur colère, leur haine, et puis déstabiliser un peu les enfants. Il faut inviter les enfants à répéter, donc il faut dire les choses. Il ne faut pas se laisser faire. J'invite aussi à voir les adolescents, comment ils peuvent souffrir aussi dans tout ce qui est chantage affectif, dans les adolescentes, et puis la menace. Vous savez, aujourd'hui, si on parle de scolaire, tous les réseaux sociaux... qu'on abordera probablement. Et comment, voilà. C'est très vaste, donc là aussi, c'est une thématique qui est très intéressante à développer dans notre émission. Aïda, merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui, on a pu faire le tour de l'aphasie et surtout le harcèlement scolaire. On en parle aujourd'hui parce que c'est la journée nationale. Donc faites attention, soyez vigilants, surtout vous les parents et les enseignants aussi. C'est un rôle très important à jouer. Essayez de voir à travers les enfants. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonne journée. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre justement un reportage signé Walid Yousfi qui nous fait un gros plan sur la rentrée scolaire donc 2020-2021. C'est sur tout le territoire national. Regardez, on se retrouve juste après. Ils sont plus de 4 700 000 élèves à avoir rejoint les bancs des établissements des cycles moyens et secondaires aujourd'hui. Une rentrée marquée par des mesures sanitaires exceptionnelles dues à la pandémie de coronavirus, comme c'est le cas au sud du pays, à Béchar et Ouagla. Il y a eu des mesures sanitaires strictes mises en place pour la rentrée scolaire de cette année, sous instruction du ministère de l'Éducation nationale, et ce, au niveau de tous les établissements scolaires du territoire national. On doit veiller sur la santé de nos élèves et du personnel. Nous sommes très heureux. Nous devons cependant respecter les gestes barrières pour le bien de tous. Même ambiance à Oran et Constantine, les deux wilayas ont bénéficié de nouveaux lycées pour renforcer le secteur de l'éducation et réduire la surcharge au niveau des différents lycées de ces régions. Masques de protection et distanciation sociale ont été les mots d'ordre de cette rentrée. Avant, on devait parcourir une très grande distance pour rejoindre le lycée. Ce nouvel établissement va nous épargner bien des contraintes. Je suis très heureuse aujourd'hui avec l'ouverture de ce nouveau lycée. Tous les moyens sanitaires nécessaires sont mis en place pour la rentrée. Ils ont ouvert ce nouveau lycée car avant nous devions faire des kilomètres pour étudier. Je suis très heureuse de rentrer à l'école aujourd'hui. Je souhaite que le virus disparaisse. Pas moins de 3 300 000 élèves sont inscrits au cycle moyen, répartis sur 5 780 CEM, contre plus d'1 400 000 élèves répartis sur 2 573 lycées pour la rentrée scolaire de cette année. Une rentrée qui s'est faite dans une ambiance particulière.
Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Une petite page de réclame pour dire que Coral Peinture, c'est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Voilà, on accueille comme il se doit Rahim Abdelaziz, qui vient chaque jeudi matin pour nous faire visiter encore une fois notre beau pays à travers des paysages, mais pas que. Cette fois-ci, revient aux peintures rupestres surtout. Rahim, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, on revient à l'archéologie, on revient aussi, parce que c'était entre les deux, hein, toujours patrimoine et paysage. Ça et cette sera fois-ci, une halte découverte. Découverte. On va dans l'est moment du où pays. il s'agit d'une station rupestre des plus inédites et qui est même méconnue, qui reste méconnue des archéologues. Voilà. Elle n'a point été signalée durant l'époque coloniale, c'est-à-dire les années 30, 40, Oui. par les éminents archéologues tels que Ixelles, Albertini qui avait fait et d'autres, de belles qui ont découvertes. parcouru justement tous les sites et des peintures et gravures rupestres à travers Il faut dire qu'on n'est pas trop habitué à découvrir ce genre de peinture rupestre dans cette région, donc de l'est du pays. Il s'agit de l'unique, tenez-vous bien, l'unique station de peinture rupestre qui côtoie de près la Franche-Côtière. Et oui, c'est tellement rare. Au niveau de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc c'est inédit chez nous en Algérie et dans l'Afrique du Nord Inédit. totalement. Et si on prend la même parallèle, pour suivre l'homme du néolithique à travers notre Franche-Côtière, on est à Tizi Ouzou, et plus précisément à Etherhona, la station de Etherhona ne renferme que des mégalithes, c'est-à-dire des dolmens et points de gravure ou peinture rupestre. Alors, il faut descendre plus au sud, c'est-à-dire dans les monts de Belezma, pour atteindre la première station de gravure rupestre, Voilà. c'est-à-dire Borj Beira. D'accord. Celle-ci dépend du néolithique. C'est-à-dire 6 000 ans avant l'ère chrétienne. D'accord. Et ça remonte à loin. Le tout, c'est 8 000 ans. Waouh, c'est des calculs très difficiles, mais heureusement que notre spécialiste Rahim est là pour nous indiquer toutes ces données. Simplement. Voilà. Alors je vous l'avais dit que Rahim n'avait rien laissé au hasard, il connaît tous les coins et recoins bien sûr de notre pays avec bien entendu ces belles découvertes. Vous y avez été, vous avez filmé, vous avez pu rapporter un beau reportage et on va le voir d'ailleurs. Hein. On va aller du côté donc de Tarf, c'est la région. Le Tarf, plus précisément à l'ouest de Tarf, dans la daïra de Chefia, qui renferme aussi des mégalithes qu'on aura l'occasion de découvrir. D'accord, ça s'appelle Rar el-Maïz et c'est dans cette région, on va le découvrir tout de suite ensemble. On revient après. En d'autres termes, la grotte des chèvres. La grotte des chèvres, bovidés. tout à fait, on y va. Près de Chefia, des massifs boisés ont été ravagés par des incendies de forêt. Le monticule abritant la station de peinture rupestre a miraculeusement échappé au désastre des feux. Se frayer un chemin dans ces denses maquis n'est point aisé. Il s'agit d'atteindre le sommet de ce monticule pour découvrir la grotte renfermant les peintures.
On est en face des parois de cette petite grotte rocheuse. موقع غار المعز، هذا الموقع يرتفع على سطح البحر ب 300 متر. يعود هذا الموقع إلى 6000 سنة قبل الميلاد، وهو في العصر النيوليثي عندما استأنس الإنسان بالحيوان وأصبح جزءا من حياته. هذا الموقع يحتوي على رسومات صخرية، وهو هذا الموقع في الجرد الإضافي أو قمنا بتصنيفه ولائيا، وهو مقترح حاليا إلى التصنيف الوطني نظرا لأهميته، وهو القريب جدا من الساحل الجزائري. On peut apercevoir des peintures en miniature. Celles des bovidés, des formes humaines et des symboles sont aisément perceptibles. نظرا لوجود هذا الموقع في امتياز لأحد الأشخاص واستعملها كمحجرة، تعرض هذا الموقع إلى نوع من الإتلاف أو الانهيار وغيرها. La station rupestre se trouve au cœur d'une carrière de pierre. Celle-ci a été mise à l'arrêt pour épargner à cette station rupestre la destruction et la disparition. في الآونة الأخيرة تعرض هذا الموقع للتشويه عن طريق استعمال طلاء أحمر، ومما أدى إلى تشويه الرسومات القديمة للإنسان ما قبل التاريخ. Certaines peintures rupestres ont subi les affres d'un vandalisme inédit. Ces œuvres du néolithique ont été peinturlurées avec de la peinture rouge. Et dévaloriser le site revient à justifier son annexion à la carrière et l'exploiter. الآن نحن في تحريات، وسنقوم بإبلاغ السلطات المحلية على هذا التشويه حتى يتم اتخاذ الإجراءات، ثم أننا نقوم بإرسال تقرير إلى الوزارة حتى يتم نزع هذا التشويه، وإن شاء الله يرجع الموقع إلى حالته الأصلية. La station de peinture rupestre de Rarlmeiz bénéficie d'une protection naturelle grâce aux denses maquis existants à ses alentours. Cependant, celle-ci reste toujours soumise à la voracité de certains entrepreneurs véreux qui tentent à redynamiser la carrière. C'est les risques du métier. On vous voyait justement entre les dédales justement de ces pierres, parce que c'est une région rocailleuse, c'est une carrière de pierre d'ailleurs. C'est un milieu forestier où il y a de l'arbre. Vous avez eu du mal à vous faufiler entre et pour atteindre le sommet, il fallait toute une gymnastique qui n'est pas aisée. Il s'agit d'un monticule qui n'est pas aisé d'escalader. Tout à fait. Elle est très haute justement cette grotte, mais malgré ça, elle a été donc vandalisée. Il y a des personnes qui sont venues poser des peintures de couleur rouge qui, encore une fois, va dégrader dévaloriser ce même site historique. Ce site rarissime au niveau de cette partie méridionale de l'Afrique du Nord, tout entière. C'est la commune de Chafia, dans la wilaya de Tarf. C'est encore une fois rendre hommage aussi à cette partie et pourquoi pas parler du classement de cette grotte, c'est important. Ça pourrait faire aussi un attrait touristique. Le classement de cette station de peinture rupestre est en voie d'être achevé. Mais vu l'instabilité du personnel au niveau du secteur censé
répertoriés, protégés, classés. Il y a des lenteurs quand même bureaucratiques, ce qui fait que le site est toujours livré à lui-même, d'autant plus qu'il est encerclé par une carrière. C'est ce qui pose problème, justement. C'est une problématique. Carrière de pierre. Normalement, la Tout a été mis à l'arrêt quand même. carrière en question n'a pas lieu d'être au niveau de ce site qui renferme d'autres curiosités archéologiques qui restent à découvrir. Et sur le monument, sur le monticule du faciès nord du site, on assiste à un incendie qui a ravagé tout un versant qui n'a pas encore tout dit. Il n'a pas été fouillé. D'accord. C'est une grotte aujourd'hui qui est connue par la archéologue. Un tel faciès, un tel version renferme justement des mégalithes. Peut-être. Les mégalithes, c'est les tombeaux funéraires qui sont propres à l'homme artiste qui a confectionné et élaboré ces peintures. Et comme vous me le disiez tout à l'heure, c'est donc, quand on parle donc de classement au niveau archéologique, on dit les bovidés. Les classements des bovidés, bien que ça porte le nom de Rar al-Mahiz, la grotte donc des chefs, qui sont donc... les anciens, les autochtones, ne se sont guère trompés quant à l'appellation du site en tant que tel. Rar al-Mahiz, c'est-à-dire les bovidés, par référence aux bovidés, qui sont contenus dans ces peintures rupestres, c'est-à-dire des œuvres d'art du néolithique dont l'âge remonte à 6000 ans et qui relatent des faits historiques, à l'exemple de la domestication de l'homme, des animaux sauvages, tels que les bovidés. Et aussi le fait qu'il se soit sédentarisé dans cette région. Dans ce milieu. Il devient aussi agriculteur. Et il s'agit bel et bien de l'ancêtre qu'on appelle communément libéraux mauriciens. D'accord. Ben, merci pour toutes ces informations, Rahim. En espérant donc voir la totalité, bien sûr, de cette région et cette découverte dans vos émissions, prochaines émissions, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes au montage? Je suis encore, c'est en voie de finition et c'est un extrait exclusif qui a été balancé aujourd'hui pour... Voilà, il a été diffusé dans Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Rahim. La semaine prochaine, on reviendra sur une autre découverte. D'accord. Sur un site génois, au Cap Segleb, et une découverte d'un site archéologique qui ressemble à Ksar Fatma, qu'on a pensé qu'il n'existait que une seule copie. Alors, qu'en plein milieu forestier, on a découvert ce site qu'on a filmé. Alors, on verra tout cela dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain. Merci beaucoup, Rahim. À très bientôt. Eh bien, on continue. Je vous invite à suivre justement un reportage qui a été réalisé par Nesrine Ben Saidi qui nous parle de la fabrication des huiles essentielles. Sur le Made in Bladi, Hamid Chiri, fraîchement diplômé de l'université algérienne, s'est lancé dans le domaine de l'aromathérapie. Grâce au dispositif Ansège, il a pu créer sa propre industrie de fabrication des huiles essentielles parfumées et à usage médicinal très demandé ces derniers temps. J'utilise une matière première 100% naturelle. Je travaille à base de plantes que je cueille en sillonnant les forêts du pays. Je dispose d'un permis d'exploitation qui m'a été attribué par la conservation des forêts de la wilaya de Blida. La fabrication des huiles essentielles à usage médicinal surtout est devenue un marché en plein essor, notamment avec l'apparition de la pandémie de coronavirus, où les consommateurs utilisent ces produits notamment pour renforcer l'immunité et le système respiratoire. Les gens utilisent beaucoup les huiles essentielles ces derniers temps. Au-delà de leurs vertus esthétiques, les huiles essentielles aident à maintenir une bonne condition mentale et physique. Nous sommes arrivés à fabriquer 7 huiles essentielles. L'huile essentielle d'Eucalyptus globus et radiata, la lavande aspic,
les graines et feuilles d'oranger doux et amers, l'huile essentielle de fenouil sauvage et enfin le pin sylvestre, qui est une huile décongestionnante respiratoire. Le domaine de l'aromathérapie est devenu un créneau en plein essor. En raison de leurs nombreuses vertus, ces substances aux arômes et actifs végétaux sont utilisées dans les produits de beauté, les senteurs pour la maison et même parfois dans les plats cuisinés. On va parler santé tout de suite. Je vous l'ai annoncé en tout début d'émission. Nous allons parler donc de cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. C'est important de pouvoir signaler et insister sur la vaccination. Ça a bien sûr un rapport aussi avec cette pandémie mondiale. Aujourd'hui, on parle plus que tout de cette vaccination. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Madame Samia Hamadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors, je rappelle toujours que vous êtes directrice de la prévention de la lutte contre les maladies transmissibles. Vous représentez le ministère de la Santé. On vous a vu un petit peu partout sur les différentes chaînes de télévision. Vous parlez énormément justement de cette pandémie mondiale et surtout de la propagation donc, de ce virus. En Algérie, on n'est pas en reste. C'est vrai qu'on a vécu cette pandémie, on a vécu aussi cette transmission. Et là, on pensait quand même pouvoir y échapper à cette propagation rapide, mais finalement… Hélas, non. Hélas, non. Ça reprend. Oui, c'est une pandémie et donc ça reprend partout. Et l'Algérie n'est pas épargnée. Donc, et c'est surtout, je pense que il faut pas baisser, il faut rester vigilant. Il faut respecter les gestes barrières. C'est la seule arme que nous avons maintenant. Parce que quand on regarde, il n'y a pas de vaccin jusqu'à présent, il n'y a pas un traitement spécifique à la Covid. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est ça qui va nous sauver. Exactement. Alors, c'est vrai que chaque année, le ministère de la Santé lance cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Ça a toujours été pratiquement dit et surtout informé, parler aussi de ces personnes vulnérables. Il faut absolument vacciner pour éviter, bien sûr, des complications. Là, avec cette pandémie mondiale, c'est encore plus recommandé? Oui, si on peut dire, parce que, mais il faut pas qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait confusion. Il faut faire la part des choses. Quand on parle du vaccin contre la grippe, c'est pour lutter contre la grippe, contre les complications de la grippe. Et donc, il ne faut pas que les gens se disent « je vais me faire vacciner contre la grippe, j'aurai pas le Covid ». Non, du tout. Donc, il faut se faire vacciner contre la grippe saisonnière, comme à l'accoutumée, donc on a l'habitude. Et vous savez que chaque année, il y a un nouveau vaccin et il faut se faire vacciner pour éviter les complications. Et vous savez, c'est une maladie respiratoire infectieuse qui peut amener au décès. Exactement. Donc, on peut mourir de la grippe. Et c'est surtout, la vaccination va éviter à la personne vulnérable des complications. Ces personnes vulnérables chez lesquelles il est fortement recommandé de se faire vacciner, ce sont les personnes, pour rappel, parce que c'est toujours intéressant de rappeler, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes adultes et enfants qui sont atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes. Les femmes enceintes durant toute la grossesse, donc toute la période de la grossesse. Par ailleurs, il est fortement recommandé pour le personnel de santé, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ça va les protéger contre la Covid, mais c'est parce que pour des raisons. Donc, la première raison, c'est on va faire que le personnel de santé se fait vacciner pour ne pas tomber malade. Parce que le système, le système de santé, vous imaginez que le personnel de santé est malade, qui c'est qui va prendre en charge les autres malades? Donc, c'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé que le personnel de santé se fasse vacciner. Et c'est vrai que chaque année, il y a donc une nouvelle mutation donc du virus de la grippe. Il faut absolument faire avec. Aujourd'hui, il y a des interactions peut-être avec le virus aussi du Covid? Non. C'est en fait, il y a le vaccin contre la grippe, donc il est vraiment pour lutter contre les différentes souches du virus de la grippe. Et là, si vous voulez, cette année, on a la chance d'avoir le quadrivalent.
Donc le quadrivalent qui va protéger contre les 4 sous-types. Donc il y a les 2 sous-types de A et les 2 sous-types B. Donc ça, on est vraiment, s'il y a un virus, même si le 4e virus n'a pas circulé l'année passée en Algérie, mais sait-on jamais que le virus B, la souche de la virus B, du virus B qui a été rajouté, si jamais il circule, on est protégé si on est vacciné. Très bien. Alors c'est vrai que durant l'été, quand il y avait des petits symptômes, etc., donc de grippe, on disait, ou d'écoulement nasal et tout, on disait c'est pas possible, c'est pas le virus de la grippe, il faut que ça soit donc forcément le Covid. La Covid. Oui, merci beaucoup en fait d'attirer l'attention, surtout de nos concitoyens. Il n'y avait pas de grippe saisonnière en été? C'est pas il y a des virus respiratoires, même si c'est pas la grippe, il y a d'autres virus respiratoires qui peuvent circuler. Et c'est vrai que c'est les mêmes symptômes, un syndrome grippal. Voilà. C'est ce qu'on appelle un syndrome grippal. Donc, ça peut être un écoulement nasal, ça peut être un éternuement, des frissons. On peut avoir des courbatures. Mais là, c'est un contexte particulier. Nous sommes en pleine épidémie Covid. Donc, la première des choses à laquelle je vais penser, je ne vais pas penser grippe, je ne vais pas penser un syndrome autre, je vais penser Covid. Particulièrement si j'étais en contact avec quelqu'un qui était malade, ou si je me suis rendue dans un rassemblement, dont on était en groupe, je ne sais pas qui c'est qui est malade, qui c'est qui n'est pas malade. Possible que j'ai été contaminée. Et à ce moment-là, je pense, c'est-à-dire la première pensée doit aller à la Covid. Donc, je réfléchis, je me suis et je vais voir le médecin pour essayer de faire la part des choses, mais tout en respectant les gestes barrières. Exactement. Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est que les symptômes, donner encore une fois plus de précision autour du symptôme grippal. En fait, c'est une fièvre, donc c'est des frissons, fièvre, des courbatures, des maux de tête. Donc, c'est exactement qu'on risque de les retrouver dans la Covid. Même s'il y a d'autres symptômes qu'on trouve chez une personne qui est atteinte de Covid, elle peut avoir tout simplement une anosmie, c'est-à-dire qu'elle ne sent pas. Plus, elle perd l'odorat. Elle peut ne pas perdre le goût. Elle peut avoir des douleurs abdominales, enfin une diarrhée. Elle peut avoir d'autres symptômes qu'on pourrait ne pas les retrouver. Mais ce sont des formes atypiques. D'accord. Donc, ce n'est pas toujours le cas. On pourrait peut-être les associer à la Covid aussi? Mais un peu, rien ne dit que la personne ne peut pas être atteinte des deux. Donc, je veux dire, là, mais pourquoi maintenant on recommande fortement de se faire vacciner maintenant? C'est pour éviter des complications et de la grippe et la Covid. Exactement. Donc, pour les personnes qui sont vulnérables, et j'insiste, ce sont ces personnes que j'ai citées, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, surtout des diabétiques, les hypertendus, et les personnes qui sont en immunodépression, donc leur immunité est diminuée. Donc, ces personnes-là, les femmes enceintes, elles doivent se faire vacciner contre la grippe. Très bien. Pour éviter ça et pour ne pas se rendre dans les hôpitaux aussi. Donc, alors, il y a une personne qui vient de nous appeler, une téléspectatrice, qui dit elle a eu donc, la grippe et ensuite ils ont détecté chez elle 10% donc, de Covid, atteinte de Covid. Elle dit est-ce que je pourrais me faire vacciner contre la grippe? Alors, pour se faire vacciner contre la grippe, parce qu'elle ne peut pas dire j'ai eu la grippe. Est-ce qu'elle a été testée pour dire que j'ai eu la grippe? Parce que pour dire que réellement je confirme que c'est la grippe, c'est on teste. Donc il y a un prélèvement et on confirme que c'est la grippe, c'est le virus de la grippe. Maintenant, si elle a eu les symptômes, on a trouvé les 10%. Les 10%, ça veut dire que c'est un cas probable. Parce que quand elle dit grippe, ça veut dire qu'elle a eu des courbatures, probablement, de la fièvre, elle a eu des maux de tête. Là, ça veut dire que c'est un cas probable. Mais quand on fait le scanner, et j'insiste là-dessus, les 10%, les 20%, ce n'est qu'un un diagnostic d'orientation et pas de confirmation. La confirmation se fait par PCR. Donc, si je n'ai pas fait la PCR et je n'ai pas confirmé que réellement je suis atteinte de Covid, je ne peux pas dire que j'ai eu... Et dans le cas où cette personne aura contacté, bien sûr, la Covid et a été testée positive, toute personne
la personne guérie, donc qui ne présente aucun symptôme, même si elle a fait la Covid auparavant, elle peut se faire vacciner. Elle doit se faire vacciner si elle est parmi les personnes à risque. D'accord. C'est en tout cas bon à indiquer, surtout pour le téléspectateur. Il faut rappeler aussi que quand on se fait vacciner, donc la campagne a commencé, il y a donc 3 jours, le 3 novembre, la campagne a commencé. On trouve le vaccin normalement dans toutes les officines? Dans les officines et dans les structures de santé. Ce sont des centres vaccinateurs connus par les personnes qui ont l'habitude de se faire vacciner. Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées? Le vaccin est gratuit pour les personnes que je viens de citer et le vaccin est remboursé pour ceux qui achètent au niveau des officines. Voilà. Est-ce qu'il y a donc des effets secondaires pour ceux qui font le vaccin? Il pourrait y avoir des effets secondaires? Mais c'est vraiment des effets minimes, je dirais. Donc on peut faire une petite fièvre comme ça, on peut faire une petite douleur, rougeur au niveau des points d'impact de la piqûre, mais sans plus. Il n'y a pas d'effet secondaire. On n'en aura pas peur, normalement? Non, du tout. Mais c'est surtout la priorité, et j'insiste sur quelque chose, que le vaccin contre la grippe il ne va pas protéger contre la Covid. Bien sûr. Donc, il faut se faire vacciner contre la grippe et on va être protégé contre la grippe et pas contre la Covid. Par contre, il y a les gestes barrières qui peuvent nous protéger pour les deux. Exactement. Donc, si je vais porter... Là, on respecte, on est loin, donc la distance est respectée, mais on doit garder le masque. Donc, le masque, le lavage des mains, la distance, d'éviter le rassemblement. Quand quelqu'un est malade, il va éviter d'être en contact avec... C'est vraiment... c'est une responsabilité partagée. Exactement. Toutes les personnes, je suis responsable de ne pas vous transmettre, de ne pas transmettre à mes proches, et vous êtes aussi responsable de ne pas le... Il faut rappeler, c'est comme ça qu'on reprend la vie normale. Vous parlez donc du virus de la grippe, mais tous les virus aujourd'hui sont aussi transmissibles, donc il faudra faire très attention. Les mêmes pratiques, les mêmes gestes barrières sont obligatoires et recommandés. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, on ne voit plus le virus donc, de la Covid comme on le voyait au tout début de la pandémie. Aujourd'hui, même le personnel de santé se protège de manière différente. On avait des appréhensions, des peurs qui ne le sont plus aujourd'hui. Peut-être l'effet aussi ravageur qu'il avait au tout départ, le virus, n'est plus le même qu'aujourd'hui. Non. Malheureusement, c'est toujours, le risque, il est toujours. Bien sûr. Il y a une baisse de vigilance et quand on regarde la courbe épidémiologique, quand vraiment le nombre de cas a vraiment baissé et puis de nouveau. Et là, c'est parce qu'il y a une baisse de la vigilance. Il y a les gens, ça y est, c'est comme si on reprend la vie normale, c'est comme s'il n'est plus. Mais malheureusement, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Il faut respecter ses gestes. Et il faut vraiment rester vigilant. Voilà, et surtout en attendant d'un éventuel vaccin. Mais les chercheurs du monde entier travaillent. Tout à fait, tout le monde en travaille. Enfin, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui sont là-dessus. Mais je pense que avant d'y arriver, et surtout, on sait que quel que soit le vaccin, il ne protège pas à 100%. Exactement. Il y aura toujours une mutation. Voilà. Donc il faudra faire avec et vivre avec. La seule peut-être protection, c'est justement de travailler sur ces gestes barrières quotidiennement, essayer donc d'éviter les foules, éviter aussi les rassemblements et surtout avoir ces gestes familial. Voilà, donc, cette responsabilité donc de faire attention, cette responsabilité partagée. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Madame Samia Hamadi. Rappelez encore une fois cette campagne. On dit que cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté il y a 3 jours, le 3, c'est ça? Oui, le 3 novembre. Et puis, bien entendu, elle va s'étaler. Durant toute la période automno-hivernale. Mais idéalement, c'est de se faire vacciner c'est-à-dire avant. Mais une chose que peut-être qu'on doit le dire, c'est que les gens ne doivent pas être... il ne faut pas que tout le monde se retrouve au même moment, au même lieu. Chez son pharmacien? Chez le pharmacien ou à la polyclinique, le centre de vaccination. Donc, d'essayer de respecter la distanciation, les gestes barrières et de se programmer. Donc, je pense que si je ne l'ai pas... Pour le moment, il n'y a pas vraiment la circulation du virus de la grippe.
Donc, on a le temps de se faire vacciner. Très bien. Et surtout, allez quand vous êtes en bonne santé. Ah, mais oui, parce que si on est malade, on ne peut pas se faire vacciner. De toute façon, le médecin ne pourra pas le faire. Il va reporter la vaccination. Très bien. Merci beaucoup, Madame Samia Hamadi. Je rappelle que vous êtes directrice de la prévention de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Merci pour toutes ces indications, ces éclaircissements. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on reste dans le contexte, bien sûr, des transmissions et surtout des maladies transmissibles. On va justement voir un spot concernant la Covid-19. Voilà, de retour sur notre plateau, on va parler donc de santé, continuer à parler de santé avec notre rubrique high-tech et Sami Aloun qui est avec nous. Bonjour Sami. Bonjour Amel. Comment ça va? Vous êtes en forme? En forme. On reste dans la thématique, de santé et vous allez nous présenter une plateforme qui intéressera donc toutes les personnes qui s'inquiètent sur leur santé. Donc voilà, comme promis la semaine dernière, on avait dit qu'on allait parler de e-santé. Comment est-ce que les startups arrivent un peu à créer à développer, à prendre en charge cette nouvelle technologie, histoire de mieux améliorer ce service-là. Donc quand on dit e-santé, c'est un genre de diagnostic, de consultation virtuelle en ligne. Ça peut être en texte, ça peut être à travers un appel vidéo, un appel vocal aussi. Et donc le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit ses symptômes, donc c'est soit une grippe, une fièvre, j'ai mal à un endroit précis, je me sens pas bien à cause de ça. Et le médecin lui donne un traitement. Voilà. Donc, il lui donne un traitement, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut prendre comme médicament. Et ça aide vraiment parce que déjà... C'est les premiers conseils qu'on peut avoir quand on est loin, quand on ne peut pas se déplacer peut-être avant d'aller bien sûr chez son médecin consultant ou carrément aller dans les hôpitaux. C'est vrai qu'en ce moment, il faut éviter peut-être d'aller trop souvent quand on a un petit bobo, d'aller courir vers les hôpitaux. Ben exactement, parce que déjà, ça évite la présentielle, ça veut dire la présence physique, ça évite la chaîne, ça évite les salles d'attente qui sont là où il y a trop de monde. Ça évite la contamination surtout. Hein. Surtout, voilà, surtout dans le contexte actuel, donc la Covid-19. Et en plus, ça permet aussi de prendre un rendez-vous à l'avance. Ça veut dire qu'on sait que tel jour et telle heure, on va contacter tel médecin qui va nous prendre en charge. Et on n'a pas vraiment besoin de bouger de chez soi, on n'a pas besoin de sortir carrément. Et ça aide surtout dans les zones d'ombre ou les zones rurales.
vu qu'on est un peu loin de tout. Ce qu'il faut dire, il faut rappeler encore une fois et rendre hommage à tous ces médecins parce qu'ils prennent de leur temps, ils ont accepté donc de faire partie de cette plateforme, qui est une plateforme aussi où on retrouve des médecins de toutes spécialités confondues. Toutes spécialités confondues, donc voilà cette plateforme qu'on a visitée, c'est plusieurs spécialités qui se retrouvent dans une seule plateforme. Donc en fait, c'est comme si c'était une plateforme à plusieurs plateformes. Voilà. Chacun a sa spécialité et le patient, lorsqu'il décrit ses symptômes, il est directement redirigé vers quelqu'un qui maîtrise le sujet. Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un a certains symptômes dans certains endroits, il va directement contacter le médecin qui s'y connaît en la matière. Voilà, s'il a des problèmes de gastro, on va peut-être l'envoyer chez un gastro, ou des colons, du colon, etc. C'est bien sûr spécifique. C'est très spécifique et ça aide en fait, surtout que on n'a pas, déjà de 1, on n'a pas besoin de bouger de chez soi, on va rester dans le confort de chez soi. Il suffit notamment de recharger son compte pour pouvoir payer à distance. Et bien évidemment, vu que ce n'est pas de la présentielle, donc le coût il est beaucoup moins cher qu'une consultation normale. Très bien. Alors ça facilite énormément et ça vous permet d'avoir un diagnostic clair. Ça permet aussi d'aller poser des questions que vous aurez peut-être pas eu envie de poser. Là, vous avez tout devant vous et vous pouvez poser toutes ces questions et le diagnostic est posé. Voilà, donc c'est surtout lorsqu'il s'agit de maladies mineures. On n'a pas vraiment besoin d'aller, de faire la chaîne, d'attendre dans les salles d'attente pour arriver à avoir un diagnostic ou même un renouvellement d'ordonnance, par exemple. Ça ne nécessite pas bien sûr une urgence, tout de suite rapide, etc. On peut avoir le temps de poser toutes sortes de questions. Voilà, donc c'est de la communication à travers la nouvelle technologie. Parlant de nouvelle technologie, l'application qu'on a, c'est le docteur Moustapha Nabil qui l'a créée, c'est Itabib. Donc c'est la première plateforme médicale de téléconsultation 100% algérienne. Super. On va voir tout ça en images, puisque vous avez réalisé le reportage, vous avez été vers lui, vous avez donc posé toutes ces questions et il vous répond. Donc on suit votre reportage tout de suite. Exponentielle de la technologie, de plus en plus de formalités de la vie de tous les jours sont simplifiées d'une manière drastique. Ces avancements technologiques touchent à quasiment tous les domaines, même celui de la médecine. Quelques startups mettent en avant des services tels que le diagnostic à travers la toile, une consultation virtuelle entre docteurs et patients. La e-santé, c'est ce que propose Itabib, situé dans l'incubateur du Cyberpark de Sidi Abdallah. En fait, la e-santé, c'est quand même un concept assez nouveau, même dans le monde, par le monde. Les sociétés les plus développées dans la e-santé n'ont pas 10 ans, ce qui fait que c'est quand même assez récent comme service. Le but et les vocations de la e-santé, elles sont doubles. D'un côté, c'est d'apporter aux citoyens, aux patients, apporter de nouveaux actes, de nouvelles façons de se soigner en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Qui dit télémédecine dit aussi télétravail. La jeune équipe d'informaticiens et de développeurs de Itabib travaille depuis chez eux. En même temps, le docteur Moustapha est sur place pour répondre aux appels et s'assurer que la plateforme fonctionne à merveille. La plateforme Itabib telle qu'elle est maintenant, c'est un concept original. C'est un concept original. De par le regroupement de tous les services dans un même service. Et c'est ça ce qui est original. Et cette originalité n'est pas algérienne, elle est africaine même. Alors que nous, avec la conférence en ligne, on donne aux médecins la conférence en ligne, la téléconsultation médicale, le logiciel médical, les applications médicales, il y a tant d'autres services. Une plateforme de consultation en ligne qui pourrait contribuer à assurer un diagnostic simple et rapide sans bouger de chez soi. Il y a énormément de zones qui sont mal desservies, de par la difficulté géographique. Il y a des gens qui ont choisi de vivre dans le Sahara, dans les comtés les plus éloignés. C'est un choix. On doit respecter leur choix. On doit les laisser vivre dans leur endroit naturel. Ce qui fait qu'on devrait aussi, c'est-à-dire en tant que délivreur de soins de santé, aller vers eux. Il suffit donc de s'inscrire sur la plateforme et on est tout de suite mis en contact avec un médecin. Par appel vidéo ou par texte, une consultation virtuelle. Une démonstration s'impose. Donc pour accéder au service, c'est simple. Après avoir téléchargé l'application, j'y accède. Donc je fais entrer mes identifiants. Donc j'aurai la liste des médecins qui sont connectés
Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelques conseils par rapport à la protection par rapport au Covid? Assurer un diagnostic simple et rapide sans bouger de chez soi permet à la fois de fluidifier les consultations physiques, de respecter la distanciation sociale et surtout de s'assurer du bien-être de soi. Pu voir un petit peu comment se déroulait cette consultation en ligne, et surtout c'est très bien parce que ça a été donc démonstratif. On a pu voir que la personne pouvait se connecter, donc mettait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir donc tous les médecins qui étaient connectés et répondre à des questions. C'est cela. Donc voilà, pas de différence entre traîner par exemple sur les réseaux sociaux et se connecter à cette plateforme-là. Oui. C'est tout aussi fluide et c'est justement cette fluidité qui est assez unique. Mais il faut le rappeler, ce n'est pas pour les urgences, vu que quand on a une urgence, il faut tout de suite appeler le SAMU, pas aller sur ce genre d'application. C'est plus pour les maladies mineures, quand on a quelques symptômes dont on ne comprend pas ou on ne peut pas trop se permettre de faire une grande distance pour arriver à un cabinet ou un hôpital. Donc voilà, c'est pour rassurer, hein, d'abord rassurer le patient qui est inquiet, qui a plusieurs symptômes, il ne sait plus quoi faire, comment faire, etc. C'est en même temps pour donner les premiers gestes, hein, avant bien sûr d'être orienté carrément, comme vous le disiez, si c'est urgence, il faut appeler le SAMU ou il faut aller carrément vers les hôpitaux. Exactement. Mais sinon, en tout cas, c'est une plateforme qui est très utile aujourd'hui. Et qui sera aussi très utile dans le futur, vu que ça emploie les nouvelles technologies, donc l'Internet, les technologies de la communication, c'est les appels vidéo, c'est une plateforme dans une plateforme, et c'est très pratique. Et il faut avoir bien sûr Internet. Bien évidemment. Voilà, c'est important. En tout cas, bravo pour cette démonstration. Merci beaucoup, Samy. Merci on aura l'occasion donc de parler encore une fois de high-tech avec une autre démonstration la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Vous avez déjà un aperçu ou pas encore? Pas du tout. On verra. L'inspiration viendra. Très bien. On restera dans le high-tech, bien entendu. Et vous avez pu voir cette démonstration. Allez-y, faites le test vous-même. Et j'espère que ça sera utile. En tout cas, on vous souhaite une très bonne santé en attendant de vous retrouver, Samy, aussi dès jeudi prochain. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Allez, on va vous inviter à apprécier cette belle chanson. C'est donc Zahia Benzegli qu'on va retrouver dans un tout petit moment. Voilà, et puis bien entendu, on la retrouve comme il se doit, Zahia Benzegli qui est avec nous, qui est passionnée de musique arabo-andalouse et qui a découvert cette magnifique musique il n'y a pas très longtemps grâce à ses enfants. Bonjour Zahia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, bienvenue parmi nous. En tout cas, on a été donc, c'est vrai, coupé par nos artistes un petit peu, il n'y avait pas beaucoup d'activités, mais vous étiez sur la toile vous-même.
Oui, c'est une situation qui a imposé de nouvelles conditions, donc il fallait qu'on s'adapte. Et voilà, donc au début c'était très difficile d'accepter la chose. On était un petit peu choqués, on était figés chez nous, confinés et tout. Mais après, il fallait se ressaisir et commencer à reprendre la vie comme il se doit. Voilà. Exactement. Donc, et la musique vous a toujours accompagné, même durant ce confinement. Vous étiez en famille, voilà, avec beaucoup donc, de musique arabo-andalouse, beaucoup de recherches, beaucoup de travail ensemble. Oui, au fait, j'ai intervenu sur plusieurs plans en ma qualité de professeur d'anglais professeur d'anglais au lycée et en tant qu'artiste de musique andalouse. Oui. Donc, au début, j'ai commencé par des campagnes de sensibilisation pour quand même expliquer aux gens, parce que c'est tout nouveau au début, il fallait expliquer aux gens les gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres, bien sûr. Voilà. Et d'un autre côté, il fallait reprendre et renouer avec la musique, donc c'était différent. C'était chez nous, des lives sur les réseaux sociaux, etc. Et sur le plan de l'enseignement, j'ai enregistré des cours d'anglais au profit de nos élèves de terminale. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà. Bien sûr, vous êtes toujours, il faut le rappeler, vous êtes enseignante, donc là aussi, votre travail professionnel est là, et votre passion, qui est la musique, est là également, oui, et vous avez jonglé avec les deux. Oui, j'essaie toujours de maintenir l'équilibre entre les deux activités. Enfin, mon travail d'abord, qui est l'enseignement, et puis la vie artistique aussi, que j'essaie de gérer en parallèle. Voilà. Donc, on est actif partout, si vous voulez, et on essaie d'apporter notre contribution là où il faut. Voilà. Et bien sûr, à chacun sa façon, bien sûr, de s'occuper durant ce confinement. Nous avons un sponsor qui nous accompagne durant toute notre émission depuis cette semaine, c'est Coral Peinture, en tout cas un logo qu'on a l'habitude de voir et de revoir dans Bonjour d'Algérie. Vous allez aussi le voir assez souvent tout au long de notre émission. Voilà. Et puis on parlera bien entendu de votre engagement pour la musique arabo-andalouse. Vous qui êtes toujours, comme je l'ai dit, vous avez découvert tardivement cette musique, oui, avec vos enfants, qui faisaient partie d'une école donc, de musique. Oui, c'est vrai. Donc, je vous ai raconté ça déjà à ma première venue ici, lors de la sortie de mon premier album, Florilège Andalou. Donc, j'ai expliqué comment ça avait commencé mon expérience, ma vie artistique. C'était presque un hasard, si on veut. Oui. Donc, quand vous accompagnez vos enfants au conservatoire? J'accompagnais mes enfants durant leur apprentissage des premières leçons en musique andalouse, et puis je me suis retrouvée dans le bain avec eux, et puis c'était magique. J'ai suivi et puis j'ai intégré l'association, et après petit à petit j'ai fini par enregistrer un album, donc le premier. Donc, on préparait un deuxième album, mais malheureusement, tout est à l'arrêt maintenant. On attend le retour à la normale pour reprendre l'enregistrement et revenir peut-être chez vous avec cet album, Inch'Allah. Et voilà. Mais sinon, maintenant, on s'est habitué à la nouvelle situation. On essaie de vivre normalement, tout en restant prudent, bien sûr. Mais il est vraiment indispensable de continuer à vivre et ne pas mourir à petit feu quand même. C'est ce qu'on essaie de dire à tout le monde, parce que la déprime aussi est très grave. Voilà, bien sûr, avec ces activités qui manquent et ces sorties. Oui. C'est vrai que le moral en prend un sacré coup. Oui, bien sûr. Malheureusement, on reçoit beaucoup de mauvaises nouvelles. On sait qu'il y a de nouveaux cas et tout ça. Donc là, ça se répercute négativement sur le côté psychologique de tout le monde. Donc nous, en tant qu'artistes, en tant que, je ne sais pas, éducateurs, on essaye de contribuer pour aider ces gens-là qui sont très sensibles à cette situation. On leur apporte un petit moment de joie et de bonheur. Et de bien-être, c'est important. Et la musique, comme on sait, elle a toujours eu cet effet donc, calmant, relaxant pour la population, pour tous les mélomanes de musique. Ils sont très reconnaissants envers nous lorsqu'on fait des lives sur Facebook, ou parfois ça m'arrive d'enregistrer comme ça avec ma fille des petites vidéos sur Facebook, je les publie. Et après, les gens sont très reconnaissants et nous disent merci beaucoup de nous apporter un peu de joie et de bonheur. C'est extraordinaire. Donc, vous avez fait énormément de lives sur Internet et surtout des rencontres avec d'autres artistes.
Oui, alors maintenant, c'est-à-dire le début, ça avait commencé durant le mois de Ramadan sur la page Al-Mahrousa. C'était le premier live qui était lancé par la page. Donc là, j'ai participé à ce live. Et récemment, j'ai contribué à un événement pour la célébration du 1er novembre. C'est un événement qui a été organisé par l'association Art et Patrimoine d'Alger. Donc je remercie Mehdi Filfoul et Nehla Neili. Donc c'est un événement qui a quand même rassemblé certains artistes et nous avons rendu hommage à nos martyrs. C'était vraiment très émouvant. Très et émouvant surtout une parce qu'il y belle avait rencontre. des témoignages vivants d'une Moudjahida, Jamila Pacha. Et c'était vraiment très émouvant. Il y a eu la contribution de la styliste Nina Sari aussi. Donc là, on voit que tout le monde est présent. Malgré ces difficultés, toujours positivement à l'appel lorsqu'il s'agit de l'Algérie, bien sûr, de représenter notre patrimoine, notre culture et tout, et surtout rendre hommage à nos martyrs. Voilà, donc là, j'étais très touchée et très sensible à la disponibilité de tout le monde, et j'étais très ravie de faire partie de ce groupe. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de parler donc de notre futur. On ne sait pas quand est-ce que les activités culturelles vont reprendre, les albums aussi vont être enregistrés. Mais est-ce que vous avez déjà des projets? Vous réfléchissez à des projets bien sûr, bien sûr, parce que de toute façon, même sans la pandémie, tout projet a besoin d'une préparation et de bien voir les choses et tout. Donc là, bien sûr, il y a un projet qui est en cours. On est en train de l'étudier et le préparer. Bien sûr, je ne vais pas l'avancer tout de suite, mais Inch'Allah, on va le découvrir dès que les choses... Même une partie de ce projet sera réalisée même en plein confinement. On ne va pas perdre du temps et on va continuer à travailler et attendre que les jours meilleurs reviennent. Inch'Allah, Inch'Allah. Sinon, on va écouter votre belle voix à travers donc un extrait musical de l'album, un extrait de votre premier album. On l'écoute et on se retrouve juste après. C'était un morceau? Oui, c'est une Sraf Khlas Rasd. C'est la Nouba Rasd que j'ai enregistrée de mon premier album. Donc là, vous avez écouté un petit extrait et ça me rappelle des souvenirs. De bons souvenirs. De très bons, oui. Ouais, en attendant, bien sûr, plein d'émotions, plein de stress, plein de tout. Parce que le premier album est toujours... difficile, mais après on se libère. Donc, plus on a l'expérience, plus on se libère. Voilà. Et pourquoi pas faire comme d'autres artistes qui travaillent sur des noubas, l'enregistrement de noubas et aussi oui, la nouba, important. De toute façon, c'est ma priorité. Moi, de toute façon, même dans mes concerts, je commence toujours par une nouba. Et puis ça dépend le volume horaire qu'on m'accorde, c'est le type d'événement aussi. Sinon, même si je n'ai pas vraiment le temps, je prends toujours des extraits de la nouba parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus. C'est pas que j'ignore les autres dérivés de la musique andalouse. Au contraire, j'aime tous les styles, mais la nouba reste une priorité pour moi. D'accord. Parce que c'est vraiment... C'est important. C'est la musique andalouse. Oui, voilà, c'est ça. Ça rappelle la rigueur aussi de tous les artistes qui ont commencé par le conservatoire d'Alger. Oui, les poèmes, la musique, puis tout, comme vous avez vu, l'orchestre tout à l'heure était habillé en tenue traditionnelle. Donc là, on transmet plusieurs messages à la fois. Et donc, c'est un véritable enrichissement pour notre... Tout à fait. Alors, aujourd'hui, avec le recul, avec ce confinement qui vous a permis donc, de faire un arrêt sur cette musique, est-ce que vous avez donc des choses à revoir dans votre carrière aujourd'hui, avec tous les spectacles que vous avez faits depuis, avec tous les enregistrements? Je peux vous dire tout de suite que vraiment, je n'ai pas encore
commencé ma carrière artistique. Du moment que je suis toujours enseignante au secondaire, au lycée des mathématiques de Cuba. Donc là, je ne me suis pas vraiment engagée. Investi à fond dans votre carrière musicale. Mais j'attends la retraite. J'attends la retraite pour que je puisse quand même m'investir sincèrement, je dirais bien comme il faut, par manque de temps. Et puis aussi des responsabilités. Parce que là, pour être vraiment présent sur la scène artistique, en ce moment en Algérie, il faut avoir un bon manager, il faut avoir vraiment toutes les structures autour de soi. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on sera sollicité, on sera, il faut être présent et répondre à tous les appels. Et donc ça sera au détriment de mon travail et aussi sur le surtout que maintenant, ça y est, la rentrée, ça y est, c'est lancé. Donc déjà, vous êtes nous bien avons occupé. repris avec beaucoup de prudence, nous avons repris hier et tout. Donc là, j'interviens, je réponds aux invitations avec un grand plaisir et j'attends ce qu'on m'invite à faire des concerts et tout, mais c'est avec prudence. Avec prudence, voilà. comme vous dites, et bien sûr, pour être un petit peu partout et faire l'équilibre et ne pas tomber aussi dans le... Voilà. Est-ce que le fait d'avoir donc ces enfants aujourd'hui qui ont fait une belle carrière musicale, ça aide aussi de pouvoir faire son choix peut-être dans la musique, dans le domaine musical? Je peux dire que j'ai beaucoup de chance. Votre fils maintenant aussi est chef d'orchestre au niveau. Oui, c'est le chef d'orchestre, notre maestro Hamidou. Je suis vraiment fière de le voir à chaque fois avec lui. Il le présente à chaque fois comme étant le plus jeune musicien sur scène et le chef d'orchestre. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que Hamidou, c'est quand même une fierté pour l'Algérie. C'est un grand artiste algérien. Un grand artiste et sur tous les plans, voilà, on va le dire. Et donc, tout le monde me dit que j'ai beaucoup de chance parce que là, je l'ai vu pendant le confinement. J'étais accompagnée par mes enfants. On ne pouvait pas faire appel à des musiciens lorsqu'on faisait des lives et tout, parce que c'était le confinement qui l'imposait. Mais j'avais mes enfants à mes côtés et ça a fait comme un petit spectacle. Et puis, il a même nous a installé une sono pour faire semblant que c'était un concert. Et les gens ont... C'est ce que vous avez fait dans l'émission de Mounir Laraj, en aparté. Oui. C'est cela? Vous avez participé? Non, il y a longtemps, j'ai participé à l'émission entre parenthèses, mais pas... Entre parenthèses, pardon. Entre parenthèses avec votre fils qui était présent. C'était ma fille qui était avec moi. D'accord. Il y avait ma fille. Akrimou, vous me donnez de mauvaises informations. Hein. Non, mais... De toute façon, lui, il participe. Il paraît que votre fils aussi. Ma fille... Bon, j'insiste plus. Non, mais mon fils, il participe souvent à cette émission avec Mounir Laraj. Ben voilà. Voilà, donc vous n'êtes pas trompé là. Mais me concernant, c'était avec ma fille. Mon passage était avec ma fille à l'émission entre parenthèses. Voilà. Mais toujours utile, ils en sont là quand j'ai besoin d'eux. Et on offre des spectacles, de petits spectacles à nos amis, à nos familles, tout ça. Et ils sont tous contents. Et personnellement, j'ai osé aussi composer des chansons. Il m'arrive d'écrire des chansons et m'exprimer par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce sont toujours des messages qu'on envoie à ceux qui en ont besoin. Exactement. Et notre communauté aussi est très friande donc, de ces spectacles et surtout ce contact que vous avez aussi avec votre public partout dans le monde aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Heureusement ça qu'on a les circule réseaux et sociaux ça voyage. Que la connexion soit clémente avec nous parce que des fois ça nous fait des coups. Mais toujours est-il, il suffit d'enregistrer à la maison puis diffuser plus tard et puis ça va, ça marche. Exactement. En tout cas, bonne chance à vous pour tous ces rendez-vous avec la musique. Merci. En espérant bientôt et très bientôt, Inch'Allah, renouer avec les spectacles, renouer aussi avec les grands événements culturels, bien entendu, et parler de la musique, parce que vous en parlez aussi très bien, parler de la musique, faire des rencontres autour donc, de la musique. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que c'est un devoir, c'est le devoir de chaque artiste de contribuer, de participer aux événements, peut-être même créer, parce que maintenant j'ai appris une chose, c'est qu'il faut créer des choses. Il ne faut pas attendre à ce qu'on vous appelle. C'est vrai. Au début, je pensais, bon, j'ai mon album, je le dépose un peu partout, et puis ça y est, c'est qu'ils vont m'appeler, ils vont me solliciter pour faire des représentations et tout. Mais là, j'ai compris avec le temps qu'il faut créer ses propres, bien sûr, événements raisonnablement et tout. Parfois, c'est selon nos moyens, mais parfois, on sollicite aussi d'autres personnes pour nous aider.
Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà. Exactement. En tout cas, merci à vous d'être venus ce matin, spécialement pour Bonjour d'Algérie, pour nous parler donc de votre univers musical. Grand bonjour à toute la famille. Merci. Qui est donc aussi nos invités souvent dans nos plateaux télévisés. Merci, à très très bientôt et bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. On rappelle que cette émission a été donc sponsorisée par notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie, Coral Peinture. Et puis, on aura l'occasion de vous retrouver dès demain, bien sûr, à partir de 9h du matin avec Nour Houda Bouzegao. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Au revoir et bonne journée.